Je me présente. Je t'ai mis la tablette. Oui, je me présente, je m'appelle Ahmed Amin Khla. J'ai intégré HPS, ça fait 11 ans, en tant qu'ingénieur d'études junior. Aujourd'hui, je suis directeur de projet, responsable des solutions mobiles. J'ai intitulé ma présentation le paiement mobile au service du cashless. De ce titre, on peut souligner deux mots, paiement mobile et cashless. Dans notre société, on voit circuler beaucoup de cash. Les gens, les personnes, ils échangent beaucoup de cash. Le cash et l'espèce, elle circule aussi entre les personne à personne que entre professionnels. Et en parallèle de ça, on voit que les gens, ils sont accros à leur mobile, ils sont rattachés à leur téléphone de plus en plus. Et c'est de là que merge l'idée de rendre le téléphone mobile capable d'effectuer des paiements. Pour dire qu'avec mon téléphone mobile, je peux payer chez l'épicier de coin, je peux payer chez les taxis, partout où je suis, je peux payer par mon téléphone mobile. Et si on arrive à faire ça, et s'il y a possibilité à faire ça, je peux dire qu'on pourra gagner notre pari et le téléphone se substituera au cash. Et c'est là où on peut dire que l'espèce elle sera en voie de disparition. Les ingénieurs HPS, c'est dans cet esprit-là que les ingénieurs HPS, ils ont imaginé, ils ont conçu une solution qu'on a appelée Power Card Tokenisation, qui rend le téléphone mobile capable d'effectuer des opérations, qui va transformer le téléphone mobile en un moyen de paiement. Elle va transformer le téléphone mobile à une carte de paiement carrément. Aujourd'hui, les téléphones mobiles, ils sont tellement sophistiqués, ils contiennent toutes les composants nécessaires pour simuler une carte de paiement, une carte plastique, notre carte bancaire. Il y a un processeur performant et sécurisé. Il y a de la mémoire sécurisée. Il y a un protocole de communication, c'est le NFC, pour pouvoir effectuer des opérations. Ces trois composants, si on arrive à interagir ces trois composants, on peut facilement simuler un paiement, une carte de paiement. Du coup, il y a un aspect sécurité qui va chapeauter toutes ces composantes, et c'est pour ça que la solution comme on l'a imaginé, elle supporte aujourd'hui le Secure Element. On va parler de c'est quoi le Secure Element. Elle supporte aussi le Embedded Secure Element. On en parlera juste après. Et la dernière nouveauté, c'est le HCE. On commence par le Secure Element. C'est quoi le Secure Element? C'est très simple. Le Secure Element, ce n'est que la puce télécom qui est dans le mobile, qui est dans le téléphone. C'est la puce mobile. Dedans, il y a un processeur sécurisé, une mémoire de stockage sécurisée, une mémoire d'exécution sécurisée. Par contre, elle ne pourrait être accessible que par l'opérateur télécom. Ça, c'est un désavantage. Ou bien, elle peut être accessible par des applications dans le téléphone, mais il faut avoir les clés, les autorisations de l'opérateur télécom pour pouvoir faire ça. En parallèle à cela, il y a les constructeurs qui se sont manifestés. Et lorsque je dis les constructeurs, c'est le Apple, c'est les Samsung. Ils se sont manifestés pour intégrer ce Secure Element dans le hardware du mobile. Aujourd'hui, les téléphones, les dernières générations de téléphones, ils supportent le Secure Element. En fait, si je fais un parallèle à ce qu'on avait tout à l'heure sur le Secure Element, c'est une puce intégrée dans le mobile qui contient elle aussi un processeur sécurisé, de la mémoire sécurisée, une mémoire d'exécution sécurisée, sauf que, pareil que sur le Secure Element, elle ne pourra être accessible que par le constructeur lui-même. Chez Apple, c'est Apple Pay, chez Samsung, c'est Samsung Pay, et les autres. Le bébé est le dernier de la classe en termes en chronologie, et non pas en performance
en sécurité, c'est le HCE. Le HCE, c'est le Host Cloud Emulation. Le Host Cloud Emulation, il suit exactement la même logique. C'est de la mémoire stockée quelque part. C'est un processeur sécurisé. C'est une mémoire d'exécution sécurisée, sauf que elle n'est pas logée sur la puce télécom, elle ne sera pas logée au niveau du mobile, par contre elle sera dans un cloud. Et c'est là où la créativité ou bien la génosité, le génie des ingénieurs HPS, on a imaginé un échange entre le cloud, où est stocké toutes les informations de sécurité relatives à la carte, les clés, c'est la chose la plus intéressante dans notre truc, c'est les clés, ils sont stockés quelque part dans un cloud, et on va faire que des dérivés des clés, de ces clés-là, à savoir, on va les nommer des tokens, et on va les envoyer au téléphone. Donc le téléphone, il va stocker de manière sécurisée sur le soft des dérivés de toute la sécurité qui existe dans le cloud. Si on fait un rapide historique de l'évolution des paiements mobiles aujourd'hui, en novembre 2013, Android, ils ont autorisé l'accès au contrôleur NFC par le système d'exploitation. Auparavant, ce NFC n'était accessible que par le Secure Element. Mais sur les systèmes d'exploitation Android, on peut facilement accéder au NFC à travers de n'importe quelle application. Une fois cette révélation a eu lieu, on a Visa et Mastercard qui commencent à s'intéresser au HCE. Du coup, Visa et Mastercard commencent à certifier les banques en HCE. En 2014, EMVCO il va standardiser carrément cette technologie. Et en 2015, les premiers constructeurs à s'intéresser à cette technologie, c'est Apple Pay. Apple Pay, ils vont implémenter des solutions qui vont permettre d'effectuer du NFC, d'enrôler des cartes bancaires, de faire de la tokenisation, et tout ça, c'est en Embedded Secure Element. Parce que Apple Pay, c'est un constructeur, il va accéder à son Embedded Secure Element, il peut récupérer toutes les clés nécessaires. En février 2015, il y a Samsung qui va suivre, et en mai 2015, il y a Android qui vont suivre. Aujourd'hui, notre solution par tokenisation imaginée par nos ingénieurs, elle peut envoyer des tokens à n'importe quel moyen connecté. Aujourd'hui, on connaît bien les tablettes et les téléphones. Et ça fonctionne ailleurs. Il y a beaucoup de banques partout au monde qui nous ont fait confiance. Et on a notre solution chez eux. On connaît bien les accessoires, tels que la montre. Aujourd'hui, on peut payer dans plusieurs régions au monde par la montre, par n'importe quel objet connecté, grâce à notre solution. Et dans le futur, n'importe quoi qui sera connecté à Internet, on peut enrôler, on peut le simuler à une carte de paiement et on pourra faire des opérations avec. Pour faire vite, aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays et on supporte plusieurs constructeurs. On est connecté à Apple Pay au Japon, on est connecté à Samsung Pay au Mexique et au Brésil. On utilise HCE en France, en Malaisie et en Espagne. On existe, il y a plusieurs clients en cours d'implémentation, il y a des clients qui sont en production, ça veut dire que c'est l'avenir. Substituer le mobile au cash, c'est l'avenir. Aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui nous ont fait confiance pour utiliser notre solution. On a effectué plusieurs certifications. On est enregistré par OMVCO en tant que TSP, Tokenization System Provider. On est en cours de certification chez Mastercard. On a eu notre certification PADSS pour la sécurité. J'essaie d'être rapide. Ouais. La démo, c'est parti? Ouais. Là, on va faire une petite démonstration. J'ai ramené un petit peu de matos.
comme vous voyez, j'ai ici un serveur où j'ai logé carrément notre système, c'est le PowerCard tokenisation. J'ai simulé une banque derrière pour faire mes enrôlements. Ici, j'ai un routeur Wi-Fi. Donc le serveur, il est connecté au routeur Wi-Fi. Le routeur Wi-Fi, j'ai un câble auquel j'ai lié un TPE. Donc le TPE, il est lié à la banque virtuelle qui est sur le serveur. La banque virtuelle qui est au serveur, il est lié à notre système PowerCard tokenisation. Et j'ai mon application mobile sur laquelle j'ai l'application mobile de la banque. C'est une white application, on l'a appelée MyBankPay. Dedans, j'ai enrôlé une carte. Donc le visuel de la carte sera la carte de la personne. C'est très transparent par rapport à l'utilisateur final. Il va voir sa carte. Donc de la même manière qu'il va utiliser sa carte plastique, il va utiliser son téléphone. Il suffit de, comme il sait très très bien faire, choisir la carte. D'abord, bien sûr, il faut mettre un montant sur le TPE, entrer un PIN, valider, le process va commencer, la transaction est passée, j'ai un premier reçu qui s'affiche sur mon téléphone, le commerçant, c'est très transparent très transparent pour lui parce que il a l'habitude d'avoir ça, 2 tickets sur un protocole qui existe déjà. Donc pour le commerçant, il n'y a pas de changement à faire. Pour l'utilisateur, il va visualiser sa carte sur son téléphone. C'est très transparent pour l'un et pour l'autre. J'ai un premier ticket qui va s'afficher sur mon application. Un deuxième ticket que je vais prendre en tant que cardholder. Et le commerçant, il est payé. Et on va s'intégrer, comme j'aime toujours le dire, instinctivement dans le système actuel de la monétique et de la banque. Merci. Question? Est-ce que vous avez des questions pour Amine? Ou est-ce qu'on enchaîne sur la seconde partie? Et si vous voulez faire des paiements, c'est aussi valable. C'est un peu ça. J'ai une question concernant la sécurité. Oui. Est-ce que cette solution est vraiment sécurisée? Ah oui. Comme j'ai présenté sur un slide, C'est bon. on supporte 3. On supporte 3. C'est bon, Ça va venir. Ouais. 3 modes pour sécuriser les données sensibles de la carte. Il n'y a pas plus sensible que les clés de cryptage avec lesquelles on va faire l'opération. Sur le Secure Element, toutes les données seront stockées dans la puce du mobile. Bien sûr, cryptées en RSA. Sur le Embedded Secure Element, c'est la même chose. Ça va être stocké sur le Embedded Secure Element, crypté par RSA. Et dans le premier, le Secure Element, cet espace sécurisé n'est pas accessible par n'importe quelle application. Il n'est accessible que par l'opérateur télécom lui-même. Sur la deuxième solution, cet espace-là ne sera accessible que par le constructeur. Et dans la troisième solution qui est là, le HCE, oui, s'il y a un gars très balèze pour décrypter les clés, pour récupérer tout ça, il ne peut récupérer qu'un token. Donc il ne peut effectuer qu'une seule transaction avec les informations qu'il a pu récupérer, même si tous les échanges qui vont être effectués entre l'espace de stockage soft au niveau du téléphone et le cloud qui est quelque part, seront cryptés en RSA, sont cryptés en TripleDS. Il y a tout un standard qui régit ces échanges-là. Et en plus de tout ça, il y a une certification PADSS qui va renforcer ce langage-là. Pour dire qu'aujourd'hui, on est certifié PADSS, c'est l'entité qui va certifier tous les échanges monétiques de toutes les banques. Il y avait encore 2 questions. Oui, en fait, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui est sécurisé? Est-ce que c'est le numéro de la carte qui est enregistré dans ces 3 types dans ces 3 modes? Oui. En fait, tout l'espace, il est sécurisé.
Et dedans, il y a le numéro de carte, il y a les clés, il y a la date d'expiration, il y a le CVV, il y a plusieurs informations qui sont nécessaires pour effectuer les opérations. Il y a une première sécurisation, c'est l'espace en lui-même, il sera sécurisé. Un deuxième niveau de sécurité, c'est que les éléments qui sont dedans, ils seront eux-mêmes cryptés. Crypté en RSA et en crypté. Je me permets de compléter la réponse d'Amine. L'idée, c'est d'éviter que le numéro de carte circule sur le téléphone, parce qu'un numéro de carte qui est volé est un numéro de carte qui peut être utilisé par des pirates et vendu sur le marché noir pour répéter d'autres opérations. Et donc, en fait, le principe de la tokenisation, c'est que le numéro de carte ne circule pas sur le téléphone, mais donc le fameux token dont parlait Amine avant, qui remplace le numéro de carte et qui, lui, s'il est volé, étant donné qu'il ne peut servir qu'à une seule opération, ne présente aucun danger. Voilà. Par contre, je suis désolé, on est un petit peu short en temps et je vais passer aux autres questions si ça ne vous pose pas de problème. Il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a des contraintes sur les devices à utiliser? Sur les devices, on est plus orienté système d'exploitation que device. Aujourd'hui, sur HCE, il ne peut être utilisé que par Android. C'est petit symbole. Pour les autres systèmes d'exploitation, à savoir OS, il ne peut être accessible que par l'Embedded Secure Elements et c'est une restriction constructeur et non pas une restriction de technologie. On doit avoir la dernière version du téléphone pour pouvoir... La dernière version, aujourd'hui, 3-4 ans à peu près. Aujourd'hui, à partir du Samsung 5, le NFC, il est disponible. Du coup, il y a du NFC, on peut faire du paiement. Il y a du NFC même sur les montres, il y a du NFC sur des badges. Grosso modo, les périphériques moyennes et haut de gamme depuis 2015 supportent ce genre d'opération. Voilà. Par contre, je me permets, je suis désolé, on va devoir passer parce qu'on a déjà doublé le temps qui était prévu initialement. Merci beaucoup, Amine. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'être au niveau du génie des développeurs HPS. Alors, on va passer... Hop. Oui, ok. Donc je me présente, je m'appelle Gilles Réange, je suis responsable d'innovation chez HPS. Je vais vous parler pendant les... j'avais prévu 20, mais on va peut-être faire un petit peu moins, peut-être qu'on va faire 15. Pendant les 15 prochaines minutes, donc évidemment de l'espèce, cache l'espèce en voie de disparition, en particulier concernant le mobile et la blockchain. Alors j'avais prévu de faire une présentation qui n'était pas très technique, avec pas de ligne de code, très peu de tout ça. Est-ce que vous préférez quelque chose qui soit plus technique ou qui concerne un petit peu plus la monétique? Qui voudrait que ça soit plus technique? On va faire à la main levée. J'ai 2 personnes pour que ce soit plus technique. 4, 5, 6, 7. Qui voudrait que ça soit un petit peu plus concernant l'état de l'art et la monétique? Ah ben on va rester sur ce que j'avais prévu initialement, alors c'est parfait. Ok. Hop. Ok. Alors pourquoi quel est l'intérêt de réduire le cash? L'intérêt, il est multiple. Pour les personnes comme vous et moi, c'est réduire le risque de vol, simplement, en particulier pour les personnes qui se déplacent dans des environnements dangereux, de se faire voler leur argent de la paye entre chez eux et le moment où ils ont été payés. Pour les gouvernements, le grand risque, c'est l'argent sale. Donc réduire l'argent sale, l'objectif, c'est réduire tout ce qui est blanchiment d'argent, financement du terrorisme, trafic de drogue. Également aussi réduire tout ce qui est éviter l'impôt de la TVA, c'est-à-dire réduire tout ce qui est le travail au noir. Le travail au noir en général se fait en cash, mais également la fraude fiscale, c'est à la mode en ce moment. La fraude fiscale, c'était tout ce qui était Panama Papers, vous en avez probablement entendu parler. C'est pas tout ce qui était Paradise Papers. Paradise Papers, c'était plus tout ce qui était évasion fiscale. Donc là, on est déjà dans l'électronique en suivant les moyens légaux. Mais tout ce qui est fraude fiscale, en général, ça se fait. On a toujours l'idée des petites valises remplies de papier. Pour les banques, le risque, l'avantage de réduire le cash, il est multiple aussi. Moins de risque de braquage, mais également moins de frais de distribution du cash. Distribuer le cash aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent. Après, soyons honnêtes, réduire le cash, ça a des avantages, comme ça peut également avoir des inconvénients auxquels les banques se devront d'apporter des solutions. Notamment, par exemple, en cas de crise, on a vu récemment en Grèce, concernant la crise, beaucoup de personnes étaient parties essayer de faire des retraits cash massifs. Et en cas de solution électronique, quelles seront les garanties qu'apporteront les banques pour ne pas dire que les fonds seront bloqués?
Et puis également, et ça c'est ce qui fait notamment peur à pas mal de monde, c'est la traçabilité des opérations. Qui dit opération électronique dit l'intégralité des opérations qui deviennent traçables, les paiements qui ne sont plus anonymes. Et ça fait peur à pas mal de monde. Il y a une certaine résistance au changement. Les gens ont peur de ne plus avoir la liberté de pouvoir garder chez eux, sous le matelas, l'argent et de devoir tout passer par l'électronique. Alors on va regarder comment ça se passe au Maroc. Hop. 14 millions de cartes de paiement, ce sont les stats nationales. 24 milliards de dirhams qui ont circulé tous les mois. Alors dans les répartitions, on a sur les cartes étrangères, donc les touristes qui viennent au Maroc, à peu près du 50-50 entre les opérations de paiement électronique et les retraits cash au guichet automatique. Par contre, sur les cartes marocaines, c'est un petit peu moins reluisant. On est à 92% des opérations en montant, je parle en montant, 92% des montants qui sont retirés au guichet automatique et seulement 8% des opérations qui sont effectuées pour du paiement soit commerçant, donc avec un TPE classique, soit du paiement e-commerce. Et donc sur les 14 millions de cartes de paiement dont je parlais tout à l'heure, seulement 16% sont utilisés pour faire du paiement. Donc on voit qu'on a encore un gros chemin à parcourir pour arriver au 100% cashless. Alors en Afrique, hop. Oui, non, c'est l'autre côté. Alors l'Afrique est leader dans les services de mobile money. On voit ça depuis le départ. Donc l'Afrique, c'est la zone là, qui est en verte. L'Afrique est leader dans le nombre de déploiements de services de mobile money dans le monde. On voit qu'on suit clairement une courbe ascendante, avec un petit point d'inflexion quand même en 2015-2016. Donc évidemment, on pense souvent au service M-Pesa qui fait figure de référence. La moitié du PIB du Kenya circule via le service M-Pesa. Au Zimbabwe, par exemple, on a 50% du trafic Internet qui circule via WhatsApp. Au Kenya, c'est M-Pesa qui rafle la mise. Et donc beaucoup de services, mais tous n'ont pas survécu. Beaucoup de services ont été lancés, mais tous n'ont pas survécu. On a aujourd'hui une prime au plus gros et à celui qui aura réussi à être le meilleur. Les sociétés qui visent le cashless, on en a beaucoup. Les leaders, c'est le Canada, la Suède et le Royaume-Uni. Je vais aussi vous parler un petit peu du Pays-Bas. Aux Pays-Bas, par exemple, certains des commerçants commencent à refuser les paiements cash. Et les banques commencent à faire payer les dépôts cash. Et même les sans-abri... alors je crois que c'est pas le Pays-Bas, c'est la Suède cette fois-ci. Les sans-abri suédois, certains commencent à accepter le paiement carte pour les dons lorsqu'ils vendent des magazines. Pour vous donner une idée, l'année dernière, en Suède, seuls 15% des paiements ont été effectués en cash. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, c'est 50%. 50% des paiements électroniques, 50% des paiements cash. Et donc ça a une corollaire assez logique, c'est vu qu'il y a moins de cash, il y a moins de braquage de banque. 2 braquages de banque en Suède l'année dernière, 110 en France. Ça vous donne une petite idée. Malheureusement, ça ne marche pas aussi bien partout. L'exemple de l'Inde. En Inde, en novembre de l'année dernière, donc au début de ce mois-ci, le gouvernement a décidé de retirer du marché les 2 plus gros billets, les billets qui avaient la somme la plus importante. Donc on a vu tout de suite une réduction du cash. Ça, c'était donc en ordonnée, vous avez, en abscisse, vous avez le temps, en ordonnée, vous avez le volume total du cash en circulation. Donc évidemment, le corollaire, c'est une réduction très très forte, mais les gens ensuite se sont déplacés pour récupérer des billets de valeur moins importante, et donc on voit que finalement, même malgré ça, on retombe plus ou moins vers la somme de départ. Alors, le Maroc, Banque Al Maghrib, la NRT, donc la Banque centrale et le régulateur télécom, ont travaillé pendant plusieurs années pour lancer des directives sur ce qu'on appelle les établissements de paiement. Les établissements de paiement, on va dire que ce sont potentiellement soit des banques, soit des opérateurs mobiles qui permettent l'ouverture de comptes de paiement, donc des comptes simplifiés, qui vont permettre les transferts personne à personne et le paiement commerçant, avec 2 avantages importants pour les transferts et les paiements.
l'instantanéité, c'est-à-dire que lorsqu'un transfert ou un paiement est effectué, il arrive instantanément sur le compte du payé, et l'interbancarité, c'est-à-dire, et ça c'est ce qu'on trouve assez peu sur les mobiles en Afrique, les services de mobile money en Afrique, il y a assez peu de connectivité entre les services. Là on aura l'interbancarité au Maroc entre tous les services. Et donc dans ces directives, le dénominateur commun, ça va être le numéro de téléphone, qui va être l'identifiant unique de chaque utilisateur, et donc le paiement se fera principalement au niveau du mobile. Il faut savoir donc que le Maroc est un terrain idéal pour les transferts et le mobile. On a un taux de pénétration de 120% des cartes SIM, 95% des individus sont équipés d'un téléphone mobile, et même en milieu rural, souvent on se dit seulement 95%, ça représente que les gens de la ville. Non, en milieu rural, on a quand même un taux de 91% de personnes qui sont équipées. 2/3 des individus disposent d'un smartphone, 90% des personnes qui utilisent un smartphone utilisent des applications. Et donc à la fin, on a, si on regroupe tous ces stats, on a à peu près 60% des Marocains qui ont un smartphone, qui ont un accès à Internet et qui utilisent des applications. Et ces personnes-là, donc, sont la cible idéale pour pouvoir permettre de recevoir donc, des nouveaux services bancaires directement sur le téléphone portable. Donc, on est en train de lancer un certain nombre de scénarios. Par contre, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 6 minutes, je suis large. Un certain nombre de scénarios. Ces services sortiront l'année prochaine. HPS, donc mon employeur, travaille actuellement avec un certain nombre de banques marocaines pour lancer ces services. Comme je vous disais, ils seront interbancaires. L'enrôlement, c'est-à-dire l'enrôlement de l'utilisateur sera extrêmement simplifié. Et j'ai parlé donc des services paiement, transfert, soit en saisissant le numéro de téléphone de la personne payée ou du commerçant payé, soit en faisant un scan d'un QR code. Et donc, vous qui vous connaissez un petit peu, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe pour le paiement sans contact que nous a présenté M. Kachla? Alors, évidemment, le paiement sans contact, ça marche bien, c'est à la mode, c'est sécurisé, ça fonctionne bien. Le nombre de paiements sans contact en France a doublé l'année dernière, donc on est vraiment dedans. Donc c'est dans la roadmap, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour 2019, Inch'Allah, mais c'est en cours. Et donc, vous qui êtes développeur, enfin, certains d'entre vous sont probablement des développeurs ou des développeuses. Vous vous demandez qu'est-ce que vous faites dans tout ça, qu'est-ce qui sera possible pour vous. L'objectif en fait est, bon, au-delà du QR code, le QR code sera un QR code qui sera standardisé, donc ça donnera la possibilité à tout à chacun de pouvoir potentiellement intégrer ça avec une application de paiement ou de facturation. Ça va être d'avoir accès, alors j'ai plein d'acronymes. Quand on est développeur, on adore les acronymes. EMV, on en a parlé tout à l'heure, c'est ceux qui ont standardisé les opérations NFC. QRPC, je n'ai pas retenu, mais ça doit être aussi, c'est QR Code Specification for Payment Systems, c'est les spécifications du code barre qui permettra le paiement. Et en Europe, aujourd'hui, pour les développeurs et pour les entités qui veulent proposer des services de paiement et qui veulent accéder aux informations qui sont stockées chez les banques, c'est-à-dire à l'historique des opérations, pouvoir consulter un solde, pour pouvoir effectuer un paiement sans être une banque. Il y a une directive qui est lancée qui s'appelle la PSD2 pour Payment System Directive, qui en fait va obliger les banques à partir de 2018 d'ouvrir l'accès à, si ça se passe bien, leur API, je vais faire bien sûr définir ce que c'est que l'API, pour que des fournisseurs de services de paiement puissent pouvoir fournir des services par rapport aux informations qui sont stockées chez les banques. Donc, Payment Service Provider, access to account. Pour ça, évidemment, ça ne peut pas se faire simplement avec aller voir leur entreprise si vous pouvez l'accès. Il faut mettre une Strong Customer Authentication, donc une authentification forte, multifacteur pour les utilisateurs, qui sera garantie par le Payment Service Provider. Alors pour ça, vous connaissez la technologie, ça peut être soit de l'euro, soit autre chose. Et ensuite, dans les directives, je vous passe plein d'autres acronymes qui sont un peu complexes. Et l'objectif, c'est que pour le 13 janvier 2018, tout soit prêt. Donc n'hésitez pas à aller voir, lorsque les services bancaires seront lancés, n'hésitez pas à aller voir vos banques pour les pousser, pour leur mettre la pression, pour qu'ils ouvrent l'accès à ces API, pour pouvoir permettre à tout à chacun de commencer à faire des services à valeur ajoutée par-dessus les informations stockées chez les banques. Alors on va parler encore un petit peu de blockchain parce qu'il ne reste pas 2 minutes.
Le blockchain, alors je vais pas vous faire la présentation classique, le blockchain, le paiement électronique, ça passe sur le monde, tout va très bien fonctionner par rapport à ça. C'est vrai, hein, le blockchain c'est super, ça marche très bien partout, ça a des limitations. On voit par exemple qu'il y a des risques, vous avez entendu parler de l'Ethereum qui a eu des problèmes de hack. Vous avez entendu parler probablement de certaines wallets en ligne qui s'étaient fait pirater. Et puis, il y a, sans une autorité centrale de contrôle, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui puisse se retourner. Donc, par exemple, si ma grand-mère fait un paiement avec Bitcoin et qu'elle entre 30 000 $, j'ai le droit de 300 $, mais c'est dommage. Donc, il y a quand même des limitations à la blockchain. Après, ne me faites pas dire qu'il n'y a aucun intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt, notamment de ce projet-là qui a été lancé il y a pas longtemps, qui s'appelle Dojo, qui a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates, qui a un objectif qui est basé totalement sur la blockchain, sur un registre privé qui s'appelle Ripple, qui a pour objectif, en particulier en Afrique, de permettre aux populations non bancarisées d'avoir accès à un certain nombre de services de paiement, de transfert, de paiement de facture, et d'avoir en fait des comptes allégés, et notamment d'avoir une interbancarité internationale à tous les services qui souhaiteront s'enregistrer sur le registre qui sera partagé via le service Mojo. Donc il y a des choses qui sont en cours. Il y a un avenir certain. Évidemment, nous, on a envie, moi en particulier, j'ai envie de mettre un petit peu les doigts dans la blockchain. Et on a essayé chez HPS de lancer un produit, de tacler une problématique qui est particulière à notre monde, qui est le monde des banques. Et le problème qu'on a essayé de résoudre, c'est le settlement, la réconciliation interbancaire en fin de journée. Grosso modo, quand vous faites un paiement, un certain nombre de messages sont transmis entre la banque du payeur et la banque du payé. Et à la fin de la journée, il y a une réconciliation pour vérifier que tous les messages sont bien passés, que les deux banques sont sont exactement au même niveau. En général, c'est quelque chose qui ne se fait pas en temps réel. Et donc l'idée, c'était de savoir ce qui était possible pour nous, via potentiellement quelque chose comme la blockchain, de faire une réconciliation en temps quasi réel. Et donc on a mené des développements, donc évidemment je viens DevOps, donc forcément j'ai un stade technique. On est basé, voilà, je vais vous lancer plein de frameworks, on s'est basé sur une blockchain qui est open source, qui est en GPL, qui s'appelle Multichain, qui est basée sur le noyau Bitcoin Core, pour ceux qui connaissent, c'est du C++. Et j'ai bien terminé. Donc on s'est basé là-dessus. Cette blockchain-là, on a voulu la consulter pour écrire des informations, consulter des informations, faire un service de message entre les banques, basé donc sur la blockchain, avec un registre qui serait installé dans chacune des banques. Ce framework, il est attaquable aujourd'hui avec une technologie qui s'appelle JSON-RPC pour les autres procédures. Donc grosso modo, en appelant d'à peu près n'importe quel langage le moteur multi-chain, vous pouvez donc inscrire les opérations dans la blockchain et consulter l'historique des opérations de la blockchain. Donc nous, en fait, on a écrit un petit wrapper en JavaBit qui donc supportait le protocole JSON-RPC qui appelait multi-chain, et on a faisait tout ça sur un conteneur de servlette assez basique, en l'occurrence Apache Tomcat. Alors évidemment, il se pose également la question de la confidentialité. Donc pour la confidentialité, pour une banque A et une banque B, une banque C qui arrive ne doit pas connaître les opérations qui circulent entre la banque A et la banque B. Donc on a mis toute une technologie de chiffrement, de cryptage, de signature. On s'est même amusé à aller utiliser des algorithmes de chiffrement post-quantique, c'est des algorithmes qui ne pourraient pas être potentiellement cassés par les ordinateurs quantiques qui sont en cours de mise en place par des grosses entreprises comme IBM en place. Et donc on a lancé tout ça. Et ça marche bien. On a réussi à avoir, je pense, à peu près entre 30 et 40 opérations par seconde. C'était dans un environnement de test. Mais ça nous permet en fait d'envoyer entre les banques des messages en temps réel qui sont tous enregistrés et avec donc la couche de chiffrement et de sécurisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on garantit que seules les banques qui ont l'autorisation de voir tel ou tel message peuvent le faire. Voilà, bah écoutez, c'est ce qui clôt ma présentation. Je vais encore prendre peut-être, avant de donner la main à Gaël, une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Alors, le 13 janvier, les États européens doivent transcrire la loi sur la Payment Directive dont je parlais tout à l'heure, qui donc impose aux banques d'ouvrir leur API. Les lois se doivent de transcrire la loi européenne dans les lois nationales de chaque pays. Ensuite, l'Europe exige que, j'ai volontairement un petit peu exagéré, l'Europe exige que chaque banque européenne se mette à la page et ouvre un accès via API d'ici 2019. Donc les banques auront encore à peu près un an de répit pour ouvrir leur API. L'une des choses qui est un petit peu triste, c'est que l'Europe n'a pas exigé un standard unique, une API unique. On peut considérer que le Parlement européen et la Commission européenne n'est pas spécialisée sur le domaine, pour toutes les banques. Donc ça veut dire que chaque banque a la possibilité d'ouvrir son API suivant son propre standard. Ça veut dire que si vous êtes fournisseur de paiement, ce sera à vous adapter à chaque Oui, une question juste par rapport au process de paiement dans le cas où on connecte sans NFC et l'utilisateur avec le numéro de téléphone. Comment ça se passe? Alors, pour le paiement, il n'y a pas de NFC, c'est-à-dire. Voilà, j'y arrive. Donc, pour le paiement et le transfert personne à personne, en 2018, ça sera du paiement téléphone à téléphone. On a avec des scénarios pour les téléphones qui ne sont pas NFC pour les paiements téléphone à TPE. Mais pour l'instant, c'est encore à l'étude, on l'a présenté aux banques. On n'a pas encore une appétence complète par rapport à ça. Pas que je puisse discuter avec vous. Pour l'instant, ce sera principalement pour payer un épicier, un taxi, etc., qui lui, le terminal d'acquisition du paiement sera le téléphone. Ça veut dire que c'est lui, il envoie une demande au client et le client valide avec SMS le montant et c'est ça. Ça peut être soit par rapport, ça sera principalement de l'application mobile plutôt que du SMS et le paiement peut être initié soit par le commerçant, soit directement par le porteur. Une dernière question par rapport à chaîne. Vous avez parlé de la réconciliation, les transactions qui transitent en temps réel entre les différents banques. Est-ce qu'ils se font à la fin de la journée? Bien, parce que normalement, il y a les transactions qui se font en temps réel et à la fin de la journée, il y a la réconciliation pour consolider les opérations. Est-ce que ce multi-chain, cette solution-là, elle supprime la partie réconciliation et on se base uniquement sur le online? J'ai compris la question. Donc l'idée c'est que ce service-là aujourd'hui n'a pas quitté la direction R&D. C'est de la recherche et développement. Il faut imaginer la blockchain ici comme une espèce de base de données auto-répliquée en temps quasi réel entre les différentes institutions bancaires. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, chaque banque a le même historique des opérations. Donc ça réduit considérablement l'effort de réconciliation en fin de journée, vu qu'à chaque instant, chaque banque a la même information dans sa blockchain. Après, est-ce que par acquis de conscience, les banques ne vont pas s'envoyer un acknowledge en fin de journée pour dire écoute, moi j'ai un total de temps, est-ce que tu as bien un total de temps? Probablement oui, mais ça sera plus une réconciliation par acquis de conscience qu'autre chose. Et j'insiste sur le fait que ça aujourd'hui, c'est la réalité. On n'est pas allé au-delà de ça, on a voulu prouver la viabilité de la chose, c'est du proof of concept, ça a marché. Est-ce que ça mènera à quelque chose au Maroc? Je ne sais pas. Ça sera la dernière question, je vous écoute. Donc, je pense que les gouvernements ont peur des systèmes de transaction de paiement sans que ça passe par un système autorisé pour éviter les impôts de SPA. Donc, en fait, tous ces systèmes-là n'ont pas forcément un contrôle pour la TVA ou je ne sais pas comment vous faites par rapport à la régularisation. Par rapport à ce projet-là? Oui, et puis d'autres en général, c'est-à-dire quand l'Europe va passer à encourager aussi plus de systèmes de paiement sans. Oui, alors, il y a moins de moyens de suivre les transactions et plus de moyens d'éviter les impôts. Très bien. Alors, c'est peut-être aussi le problème de ma présentation, c'est que j'ai mélangé le paiement mobile et la blockchain. Il faut vraiment faire la séparation entre les monnaies digitales, comme Ethereum et notamment principalement Bitcoin, et la blockchain. Ici, dans le cadre de notre projet, on parle d'une blockchain qui est privée. C'est une blockchain qui est partagée entre les différentes institutions financières et qui ne quitte pas, l'information ne quitte pas ces institutions. On ne parle pas de la blockchain, par exemple, du Bitcoin qui est publique.
pour les devises qui sont complètement digitales comme l'école, effectivement, l'une des problématiques des États, c'est de vérifier, d'éviter l'évasion fiscale, d'éviter les gens qui cherchent à éviter de payer l'impôt. Et là, ce que peuvent faire, à ma connaissance, les gouvernements, c'est simplement demander sur la base de la déclaration aux gens de déclarer leurs besoins. Mais effectivement, le paiement dans les devises numériques qui ne sont pas contrôlées par l'autorité centrale peut poser un problème au gouvernement. Mais on est vraiment sur deux mondes qui sont complètement différents. La blockchain, c'est une technologie qui peut être utilisée pour faire des monnaies numériques, qui peut être utilisée pour autre chose. Et donc les monnaies numériques, c'est une chose qui est complètement séparée. Les monnaies numériques n'étaient pas vraiment l'objet de ma présentation aujourd'hui, parce que le paiement dématérialisé, il peut être fait via les applications de paiement bancaire, comme il peut être fait effectivement via une monnaie numérique. Dans les deux cas, on n'est pas en cash, mais c'est deux mondes qui sont complètement différents. Il y a le premier qui est contrôlé par les banques et dans une certaine mesure par les banques centrales, et l'autre qui est contrôlé plus ou moins par les acteurs majeurs du Bitcoin. C'est effectivement deux. Écoutez, je vous remercie. Je vais passer la main à M. Miguel. On a historiquement 8 minutes, donc ça va être très court. Je vais quand même essayer de faire vite. Je vais me situer un petit peu en rupture avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est effectivement le thème de l'organisation et du cashless. Nous allons plutôt autour des outils et des plateformes à mettre en place au sein de cashless. En fait, je voulais vous faire un petit panel de toutes les technologies et de toutes les méthodologies qu'on utilise chez nous. Donc, je ne vais pas forcément parler de cashless, mais plutôt d'outillage, je vais vous parler de plateforme et de technologie. Donc, je vais passer rapidement sur le sommaire. Je vais plutôt parler de la plateforme Angular. Le premier thème, c'est pourquoi Angular. Pourquoi nous avons choisi cette technologie quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une première étude avait été initialement effectuée sur les différentes technologies. On a un premier besoin qui est de se dire on a une web plateforme Angular, on a une application à créer, une application qui va être déployée au sein de certaines institutions financières. Donc, on vous l'a rappelé juste avant, on travaille majoritairement avec les banques. Cette plateforme-là, ont certains besoins pour valider comment toutes ces choses évoluent. On a besoin d'interfaces qui soient responsives, on a besoin d'interfaces qui soient plutôt orientées client, on a besoin de quelque chose qui soit user-centric, etc. Donc, on a essayé d'évaluer un petit peu ces technologies en présence, comme JSF, pour une liste qui est plus ancienne, Angular, React et d'autres langages JavaScript, autour de 25 critères, vous voyez, c'est quand même assez important. Plusieurs de ces critères-là nous ont amené à choisir Angular. La première, c'est effectivement la création facilitée d'applications mobile. Vêtements comme Unity, par exemple, qui permet de faire avec une base réutilisable de code quelque part aussi bien une application qui soit une application laptop, PC classique, une application mobile en iOS. Une grande documentation, bien sûr, c'est on a aussi un utilisateur, des gens qui travaillent dessus. Et un framework populaire, je vous ai initié un Google Trends qui permet de situer le nombre de recherches Google sur une période donnée, en voyant un petit peu comment évoluent les recherches en Angular JSF et React. On voyait bien que React et Angular évoluent, mais Angular pour l'instant reste en dessus. Autre point très important, l'approche composant. J'ai vu, je suis pas donné sur ce sujet, effectivement, l'information de la web d'avoir une très grande réutilisabilité de tout ce que vous faites, c'est-à-dire vous pouvez développer des composants qui fassent un besoin particulier et le réutiliser un peu partout dans votre application. Le TypeScript est bien sûr très important, qui est un code typé, donc pour les développeurs et pour un déploiement d'entreprise, vous voyez l'intérêt d'avoir un code typé. Ceux qui ont l'habitude de JavaScript, vous savez ce que c'est, on a toujours des petits problèmes avec ça. Et enfin, l'industrialisation, donc là c'est quelque chose qui est très très important pour nous. Et vous verrez ça avec la suite, avec les contraintes finalement que peuvent poser le déploiement d'une application à grande échelle. C'est l'approche vraiment de la librairie. Je mets en parallèle Angular et React par exemple. React est une approche plutôt librairie, Angular est une approche plutôt framework.
Pourquoi? Pour pas mal de raisons. Donc, la structuration des concepts, je ne vais pas tout les détailler, mais il faut savoir qu'il y a énormément de concepts dans Angular. La modularisation native et le lazy loading qui est très intéressant pour nous. Et enfin, l'efficacité d'industrialisation, donc typiquement avec la version Angular 4.7 et compagnie, qui ont déployé Webpack typiquement qui permet de faire du déploiement de la compilation, un certain nombre d'outillages, on va dire, autour du framework Angular, et qui donne une grande latitude sur la gestion des projets, sur la gestion des configurations, des environnements, etc. Et je vous ai également mis le Karma Jasmine et Factor, qui sont des frameworks qui permettent en fait, aux développeurs de faire des tests unitaires, des tests end-to-end. Là, c'est un rapide rappel du métier monétique. Donc, le métier monétique, on vous en a parlé déjà, donc c'est tout ce qui tourne de la vente, de la transaction, de domaine bancaire. Deux contraintes qui sont, enfin, les trois contraintes qui sont chez nous très importantes, la sécurité, donc elle nous l'a rappelé au tout début, effectivement des certifications à passer, les échanges de flux doivent être sécurisés, on ne peut pas afficher n'importe quoi à l'utilisateur, on ne peut pas stocker n'importe quoi en base de données, on ne peut pas le stocker de la manière dont on veut. Il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes autour de ça. Ensuite, c'est la performance. Donc, il faut bien situer que sur une application monétique classique, par exemple, lorsque nous, on va déployer chez des banques, très grosses banques internationales, on peut atteindre des volumes de l'ordre de plusieurs milliards de transactions annuelles. Ça peut même arriver des milliards de transactions journalières, donc vous pouvez vous situer un peu le truc. Des millions de transactions journalières, ça fait beaucoup. Donc on arrive finalement à traiter, vous voyez, des volumes qui sont très très importants. Donc on a besoin d'avoir des systèmes distribués, réactifs, clusterisables et surtout extensibles quelque part à la demande. Donc on a ce genre de problématique qui se pose. Et enfin le multi-projet, donc là pareil, dans une entreprise comme la nôtre, qui est une grande entreprise qui déploie dans plus de 60-70 pays, des centaines de clients, vous voyez bien qu'il y a un moment donné où le produit que l'on développe va être forqué entre guillemets sur un certain nombre de projets qui ont des besoins spécifiques de customisation. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont développer ces projets chez nous, vont avoir besoin d'avoir de la vraie gestion multi-projet. Et nous, dans l'industrialisation quelque part de nos projets, on a besoin d'avoir ce genre de notion. Donc, je vous disais, l'évolution naturelle, oui, effectivement, on a besoin d'avoir des plateformes maintenant avec des évolutions fonctionnelles, techniques, bien sûr, des langages plus récents, des formats récents, des nouveaux outils de version minime d'intégration continue, la qualité, des nouvelles méthodologies, avec de l'agilité, avec une logique de DevOps, c'est-à-dire vraiment l'intégration forte entre les développeurs et les opérationnels et l'IT. Je parle sur la craftsmanship, donc vous verrez un peu par la suite, j'y reviens rapidement, mais effectivement, on va dire que c'est 70% des top 30% d'outils, mais la conjonction des deux fait que ces notions-là sont très importantes dans une gestion de projet. Conséquence, la création de tous les processus et de la stack qu'on a mis en place au sein du groupe. Donc, alors pourquoi je vous ai expliqué tout ça, c'est aussi pour faire comprendre un petit peu les enjeux qu'on peut avoir dans l'entreprise de HPS en termes de conception logicielle et d'architecture. Dans le cycle de développement maintenant, donc voilà, c'est ce que l'on a mis en place. Donc rapidement, vous avez les tâches un petit peu, les steps quelque part du développement. Donc, la méthodologie agile pour commencer avec Scrum. Donc l'analyse du backlog, les développeurs ont un backlog de tâches sur lesquelles ils vont travailler, que l'on va estimer, et ensuite on va assigner. Donc les assignations sont faites un petit peu à la volée, on va discuter avec les développeurs sur ce qu'on préfère, sur ce qu'on ne préfère pas, etc. Ensuite, la création de tests unitaires, donc très important TDD. Vous verrez par la suite qu'on a des contraintes par rapport à ça. On parle de TDD, on parle beaucoup de TDD, donc c'est le test de développement, c'est-à-dire on va driver les développements en fonction des tests avec un objectif de couverture de code qui soit supérieur à un certain taux. Ici, on a dit 75%, c'est-à-dire qu'on doit avoir un maximum de code de test. Vous parlez par la suite de la pyramide de test. Le développement en suivant des best practices. Chaque développeur a sa branche locale, chaque milestone a sa branche également. Des merge requests, on a aussi ce là, des GitHub, il y en a plein. Vous connaissez un petit peu tous les outils autour de Git. L'idée principale, c'est de dire que chaque développeur, lorsqu'il va soumettre au développement, ce développement ne sera pas automatiquement. Là, on peut quelque part des vérificateurs d'experts techniques qui vont valider ces développements et qui ne l'émergeront qu'à la condition qui correspond bien à un certain nombre de best practices, pas dans les bien sûr,
et un certain nombre de développements qui soient propres. Et enfin, la validation de l'intégration, il y a des budgets qui passent à la suite. Les tests unitaires, donc la pyramide de tests. Donc ça, c'est une notion en fait qu'on a vraiment centrale, ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de logique de pyramide de test. Donc, ça, c'est le pattern qu'on essaie de suivre en général. La pyramide de test, ça veut dire qu'en fait, vous ne construisez pas une maison avec des briques cassées. Ça veut dire que vous construisez un logiciel sur un ensemble de briques, en particulier en Angularlié, en Angular est composé de composants. Et donc, lorsque vous assemblez une pyramide, vous assemblez donc des briques de composants. Donc, une pyramide, c'est des affaires, c'est le logiciel. Et si vos briques à la base sont mal fichues, vous allez vous retrouver avec une pyramide qui va se casser la gueule. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de valider que chacune des briques soit unitairement testée et soit propre et corresponde aux besoins de ton avion initialement prévu. La suite, c'est les tests fonctionnels. Donc, c'est tests end-to-end et fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va piloter le navigateur, il y a plein d'outils, on utilise Selenium, on utilise des choses comme Contractor qui vont permettre de piloter le navigateur et valider quelque part que toute l'application fonctionne. Donc ça, il y a effectivement une notion d'automatisation, vous voyez ici des nombreuses d'automatisation, préserver pour les tests unitaires, élever également pour les tests end-to-end et fonctionnels, mais quand même qu'il faut maintenir bien sûr, et enfin les tests manuels, il y a toujours d'automatisation, mais qui sont très importants et qu'il faut conserver, parce qu'il faut bien comprendre que les tests fonctionnels et les tests unitaires ne font pas tout même. Il y a toujours une logique de test manuel qu'il faut conserver parce qu'on ne peut pas. Les tests exploratoires, finalement, vont permettre de lever des bugs que l'on ne pourra pas voir. Il faut toujours conserver ça. Et donc, ça est très important également. C'est des petits bugs, vous voyez bien que pourquoi on a terminé de test dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ah, mais je vais vous dire que je clôture rapidement. Vous me laissez encore 2-3 minutes 2-3 minutes. Voilà, c'est bon. Parce que lorsque vous détectez un test ici, mais quelques secondes à être corrigé, lorsque vous détectez ici, mais quelque chose, vous détectez ici, mais plusieurs semaines, et je prends le temps du fait que si vous détectez en dev, en UAT, il y a aussi des DD qui sont peut-être différents. Voilà. Donc, le livre pipeline, et je vais peut-être finir rapidement là-dessus. C'est aussi également ce qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire que dans un pipeline de développement, vous avez un certain nombre de phases qui partent du développement bien sûr, donc vous allez parler à etc. Et ensuite la phase de build. Alors sur la phase de build, en fait, il y a plusieurs principes en place. Le premier, c'est des intégration continue bien sûr. Ça veut dire que lorsque le développeur va toucher son développement sur le serveur, on va avoir une compilation quelque part automatique de ce qui a été fait. Cette compilation-là, elle est en logique de branche et elle va être déployée automatiquement sur le serveur. Donc il y a plusieurs principes qui sont derrière ça, c'est que tous les développements qui sont faits peuvent être automatiquement vérifiés sur le serveur d'intégration. Tous les développements des développeurs, mais aussi des développements de la Mailchimp. Donc là, je vous faites un merge quelque part, vous allez déployer votre résultat. On a aussi de l'analyse statique de code, c'est-à-dire qu'on va valider quelque part que le code est propre, qu'il respecte un certain nombre de normes. Il y a des indicateurs sur ce indique si votre code est propre. Et en fait, Nexus est en exposition des entreprises qui permet de déployer à partir de tous les développements que vous avez fait, chaque version, quelque part, de vos briques de composants logiciels. Donc ce repository de l'entreprise va être déployé pour tout le monde et toutes nos briques, toutes nos versions de composants logiciels peuvent être utilisées par tout le monde, sont accessibles et réutilisées. La phase de testing, je vais en parler avec Contractor qui est du pilotage end-to-end pour Angular mais aussi Selenium. Selenium est un framework qui permet de piloter le navigateur et des scripts, JavaScript en général, qui vont, avec des scénarios de tests fonctionnels qui sont bien sûr pensés en préalable, valider que vous ne faites pas de régression sur vos écrans, sur vos JBetter, qui est un framework qui permet de faire des tests de performance. En fait, c'est vraiment des tirs de charge où on va exécuter un certain nombre de scénarios aussi de charge cette fois-ci pour aider que vos écrans respectent bien la demande. On va parler tout à l'heure de mise en réclamation. Au niveau de l'utilisateur, ça peut aller plusieurs milliers. Les déploiements automatiques, soit sur un serveur typiquement classique, soit sur un serveur logique de déploiement facilité sur les conteneurs. Et enfin, la phase de voilà, je ne vais pas plus mes temps parce que j'ai pas le temps. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions rapidement.
que vraiment